Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Les États-Unis vont puiser dans les réserves stratégiques américaines de pétrole pour faire face aux conséquences énergétiques de la crise russo-ukrainienne. Une décision annoncée ce jeudi par le président Joe Biden. En Tunisie, Kais Saïd annonce la dissolution du corps législatif, un jour après avoir déclaré illégale toute réunion des parlementaires tunisiens. De quoi susciter la colère d'une opposition déjà acculée depuis que le président s'est arrogé les pleins pouvoirs le 25 juillet dernier. Et si le pain fait partie de votre menu quotidien, nous vous amènerons à Yaoundé au Cameroun à la découverte d'un boulanger. Sa spécialité, faire du pain sans blé, mais plutôt à base de farine, de patates douces, de manioc ou de maïs. Le Covid semble repartir de plus belle en Chine, notamment à Shanghai, une métropole de 25 millions d'habitants, devenue ces derniers jours l'épicentre chinois d'une nouvelle vague de contamination liée au variant Omicron. Mohamedou Mfa nous en dira plus dans sa chronique santé. Une fois encore, bonsoir. Ici aux États-Unis, le président américain Joe Biden a ordonné d'épuiser 1 million de barils par jour dans les réserves stratégiques américaines de pétrole créées en 1975 et qui comptent actuellement 568 millions de barils. L'administration Biden entend ainsi au cours des 6 prochains mois faire baisser les prix de l'énergie et calmer l'inflation. Dans une adresse ce jeudi, le président américain a dévoilé d'autres mesures prises par ses services pour réduire l'impact de la hausse des prix de l'énergie causée selon lui par Poutine et baisser les prix de l'essence à la pompe pour les familles américaines. Cet afflux d'or noir, une initiative sans précédent dans l'histoire américaine, pourrait s'élever à un total de 180 millions de barils et servira, selon un communiqué de l'exécutif américain, à faire la transition jusqu'à ce que la production américaine augmente en fin d'année. Je vous propose de suivre un extrait du président américain. Aujourd'hui, j'autorise qu'1 million de barils soient injectés sur le marché chaque jour au cours des 6 prochains mois, soit plus de 180 millions de barils de la réserve stratégique de pétrole. Il s'agit d'une transition en temps de guerre afin d'augmenter l'approvisionnement de pétrole jusqu'à ce que la population accélère plus tard dans l'année. Les compagnies pétrolières américaines ont réalisé plus de 80 milliards de dollars de bénéfices l'année dernière. Et cette année, ces bénéfices devraient continuer à monter en flèche. C'est le moment, pas le moment de s'asseoir sur des bénéfices records. Il est temps d'intensifier les efforts pour le bien de votre pays, le bien du monde, d'investir dans la production immédiate dont nous avons besoin pour répondre à Vladimir Poutine, pour soulager les consommateurs, pas les investisseurs et les dirigeants. Dans un autre domaine, le président Joe Biden a exhorté les législateurs américains à approuver des dizaines de milliards de dollars pour lutter contre le coronavirus, dont 5 milliards de dollars destinés à la réponse mondiale de l'Amérique à la pandémie. Biden, qui a reçu sa deuxième injection de rappel mercredi, a averti que ne pas obtenir ce financement signifierait que les États-Unis et le monde risquent de reculer. Le reportage d'Anita Powell, le récit de Yacouba Ouedraogo. Les Américains peuvent penser qu'ils en ont fini avec la pandémie, a déclaré le président Joe Biden en retroussant une manche mercredi pour recevoir sa deuxième dose de rappel. Ça n'a pas fait trop mal. Mais cela est loin d'être la réalité, avertit le président américain. Joe Biden a demandé au Congrès un financement de 5 milliards de dollars pour la réponse mondiale à la pandémie et plus pour les tests COVID-19 et les vaccins à domicile. Congrès, nous devons sécuriser un approvisionnement supplémentaire maintenant. Nous ne pouvons pas attendre de nous retrouver au milieu d'une autre poussée. Il sera trop tard.
Et nous avons aussi besoin de ce financement pour poursuivre nos efforts pour vacciner le monde. Ce sont des engagements que nous avons pris. C'est essentiel pour nous protéger contre de nouveaux variants. Il n'y a pas de mur que vous puissiez construire aussi haut pour empêcher un virus d'entrer. Alors que de nombreux Américains envisagent prendre leur deuxième injection de rappel, une dose de protection supplémentaire est disponible maintenant pour les Américains âgés de plus de 50 ans. Mercredi, les hauts responsables de la santé mondiale ont tiré la sonnette d'alarme sur le fait que la pandémie reste une menace mondiale, car de nombreuses personnes n'ont pas encore reçu de première dose de vaccin. Nous ne souscrivons pas à l'idée qu'il devrait y avoir une norme différente pour les habitants des pays riches par rapport aux autres. Si nous en avons besoin pour les pays à revenus élevés, moyens et supérieurs, nous en avons besoin pour tout le monde. Cette inégalité a été particulièrement grave dans les pays en développement où le manque de vaccins et de traitements a contraint les gouvernements à imposer d'autres mesures pour tenter d'arrêter la propagation du virus. L'Agence des Nations Unies pour l'enfance prévient que 147 millions d'enfants ont manqué plus de la moitié de leur cours pendant les 2 dernières années en raison des perturbations liées à la pandémie. Et dans un contexte de reconfinement croissant dans des pays comme la Chine, les groupes de défense des droits de l'homme disent craindre que certains gouvernements utilisent la menace virale pour réprimer les libertés. 2021 aurait dû être une année de guérison et de récupération. Au lieu de cela, il est devenu un incubateur d'inégalités plus profondes et d'une grande instabilité, un héritage caustique pour les années à venir. Selon le président Biden, les 2 dernières années ont été une bataille mondiale contre ce virus. Et bien que de nombreux Américains pensent que le pire est derrière nous, pour des centaines de millions de personnes dans le monde, le combat continue. Pour mieux cerner les récentes démarches de l'administration Biden, retrouvons tout de suite via Skype Jean-François Seznec. Il est politologue et économiste à l'Atlantic Council. Il nous répond d'Annapolis dans le Maryland. Jean-François Seznec, bonsoir. Bonsoir. Alors, voilà maintenant plus d'1 mois que le conflit en Ukraine a commencé. Des sanctions ont été imposées à la Russie. Mais on a l'impression que la Russie n'est pas la seule à subir les effets de ces sanctions. On parle de crise alimentaire avec le blé qui se fait rare, crise pétrolière et puis la crise des migrants. Finalement, tout le monde est perdant dans cette affaire. Oui, une grande partie du monde est perdant. Il est certain que l'Afrique va souffrir énormément, souffre déjà beaucoup du manque de blé. Par contre, les pays producteurs de blé qui ne sont pas sous sanctions, eux vont profiter de tout ça, bien sûr. Les États-Unis en particulier, les producteurs américains, les producteurs sud-américains et même les producteurs français vont bien avoir avantage de cette situation. Mais du côté mondial, bien sûr, c'est très grave. On le disait tantôt, les États-Unis continuent de puiser dans leurs réserves stratégiques de pétrole. Ce n'est pas la première fois qu'ils le font. Est-ce que cette fois, cela va vraiment faire baisser les coûts à la pompe, comme beaucoup le souhaitent? Oui, ça va certainement avoir un effet. Ça va diminuer les prix parce que ça représente 5% de la consommation américaine, de près de 20 millions de barils par jour. On va donc sortir 1 million de barils par jour en plus. Ça devrait avoir un impact sur les prix, mais pas un impact énorme quand même. Il y a un autre impact qui a autant d'intérêt, c'est que beaucoup d'États, comme le Maryland par exemple, est en train de diminuer les taxes sur le pétrole, sur l'essence. Donc ça va aussi avoir une importance sur la diminution du prix. Mais le fait que le président amène 1 million de barils par jour sur le marché a une importance physique et une importance psychologique aussi. Sur le terrain, les hostilités se poursuivent. La Russie avance, mais l'Ukraine résiste. Les négociations entre Russes et Ukrainiens doivent reprendre demain vendredi, mais jusqu'ici, pas d'avancée notable. Finalement, cette guerre, qui est en train de la gagner ou de la perdre? L'Ukraine, la Russie ou la communauté internationale? Vous savez, il est certain que l'Ukraine souffre énormément. Il se pourrait bien que l'Ukraine soit obligée d'accepter les conditions russes à un moment ou à un autre. Mais à long terme, c'est la Russie qui perd. Parce que la Russie s'est mise au banc de tous les pays du monde, d'une grande partie des pays du monde, et va souffrir à très long terme de cette guerre. Donc, si vous me posez la question à long terme, je vous dirais que c'est la Russie qui va perdre à long terme, même si à court terme, l'Ukraine perd la bataille.
Très rapidement, si vous le pouvez, Joe Biden tente malgré tout de ne pas oublier ses autres priorités. La lutte contre le Covid-19, par exemple, revient dans les discours. Oui, c'est vrai. Il a parfaitement raison parce qu'on n'a pas encore fini avec le Covid, mais effectivement, les choses s'améliorent. Mais il a besoin encore quand même de pousser les gens à se faire vacciner, surtout les gens les plus vieux comme moi. Et on va essayer d'avoir la 4e dose gratuitement. Ce serait une très bonne chose. Vous paraissez bien jeune à l'écran. Jean-François Seznec, je vous remercie pour votre disponibilité. Je vous en prie. Bonne journée. Merci. Autre sujet d'actualité, des réfugiés congolais arrivent en Ouganda après avoir fui les combats entre l'armée et les rebelles du M23. Le mouvement du 23 mars dans la région de Rutshuru, au nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les autorités militaires affirment également que c'est le même M23 qui a abattu l'hélicoptère de la MONUSCO, alors que les rebelles, eux aussi, rendent les forces armées congolaises responsables de ce crash. Davantage avec Ginny Kapumbu-Villa. Depuis la nuit de dimanche à lundi, plusieurs villages se sont vidés dans l'est de la RDC. Les autorités ougandaises ont permis aux réfugiés de s'installer dans un campement. J'ai fui la guerre qui se passe dans mon village et maintenant je me retrouve en Ouganda où je viens d'accoucher. Je viens de mettre au monde un enfant de sexe masculin. Je pars en Ouganda pour fuir les coups de feu. Plusieurs personnes de mon village ont fui et certaines sont même décédées. Tirs rebelles ou de l'armée, aucune piste n'était exclue mercredi pour expliquer le crash d'un hélicoptère dans lequel ont péri la veille 8 casques bleus de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, la MONUSCO. Les forces armées congolaises ont rapidement accusé les rebelles d'avoir abattu l'appareil et accusé le Rwanda de soutenir la rébellion du M23, ce que Kigali dément. Ce qui préoccupe le gouvernement rwandais, c'est de continuer à avoir de bonnes relations avec nos voisins, spécialement avec la RDC, qui vient de devenir membre de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Donc voilà, s'il y a un problème, on ne dit pas qu'il peut ne pas y avoir un problème, mais c'est un problème. Il y a des mécanismes qui ont été prévus pour les résoudre. Mais pour le moment, je pense qu'il faut se focaliser sur la continuité et le renforcement des bonnes relations. Défait en 2013, le M23 a fait de nouveau parler de lui depuis novembre, attaquant des positions militaires et accusant Kinshasa de ne pas avoir respecté des engagements sur la démobilisation de ses combattants. Et puis la Cour suprême du Kenya a invalidé ce jeudi un processus de révision constitutionnelle initié par le président Uhuru Kenyatta, mettant un coup d'arrêt à ses projets à 4 mois d'élections présidentielles et législatives à forts enjeux. Le président ne peut pas initier des amendements ou des changements constitutionnels par la procédure de l'initiative populaire, a déclaré Martha Koome, la présidente de la plus haute juridiction du pays, nommée l'année dernière. Avec cette réforme qu'ils ont portée depuis 2018, Kenyatta et ses alliés ambitionnaient notamment de créer de nouveaux postes au sein de l'exécutif, ce qui constituait la plus importante modification du système politique kényan depuis l'introduction d'une nouvelle constitution en 2010. En Tunisie, le président Kais Saïed annonce la dissolution du Parlement 8 mois après l'avoir suspendu pour s'arroger les pleins pouvoirs l'an dernier. Après des mois de blocage politique, M. Saïed, élu fin 2019, s'est arrogé les pleins pouvoirs le 25 juillet en limogeant le Premier ministre et suspendant le Parlement dominé par le parti d'inspiration islamiste Ennahda, sa bête noire. C'est un récit de Blanche Sanon. Le président Kais Saïed a fait cette annonce lors d'une réunion du Conseil de sécurité nationale qu'il a présidé quelques heures après que des députés ont bravé la suspension du Parlement. J'annonce aujourd'hui, en ce moment historique, la dissolution de l'Assemblée des représentants du peuple pour préserver l'État et ses institutions et pour préserver le peuple tunisien.
Le 22 septembre, le chef de l'État a officialisé ses pleins pouvoirs par des mesures exceptionnelles qui prolongent la suspension du Parlement. Elles lui permettent aussi de légiférer par décret, de présider le Conseil des ministres et d'amender les lois. 120 députés tunisiens ont bravé mercredi la suspension du Parlement en organisant une séance virtuelle. Personne ne sait comment l'invitation a été envoyée pour que cette assemblée se réunisse, car elle a été gelée. La réunion a également été diffusée sur une chaîne étrangère. 116 députés ont voté en faveur d'un projet de loi visant à annuler les mesures exceptionnelles prises par M. Saïd, au cours de laquelle ils ont voté pour l'annuler. Des mesures qui bloquent selon eux le processus démocratique et instaurent le pouvoir d'un seul homme dans ce pays, berceau du printemps arabe. Il y a un rapport avec cette actualité, ajoutant que le chef du Parlement tunisien, Rached Ghannouchi, a rejeté cette décision du président Kais Saïd de dissoudre l'Assemblée, affirmant que le Parlement reste en activité. Au Mali, le ministre de la Défense, Sadio Kamara, un des hommes forts de la transition de la junte au pouvoir, a réceptionné mercredi soir de nouveaux équipements militaires, dont 2 hélicoptères de combat livrés par la Russie. La livraison de ce matériel est le fruit d'un partenariat sincère et très ancien entre le Mali et la Russie, a indiqué l'armée malienne sur son site Internet. Aucune information n'a été rendue publique quant aux conditions d'acquisition des équipements. Les colonels qui ont pris le pouvoir au Mali en août 2020 se sont depuis tournés vers la Russie et détournés de la France, engagés militairement contre les djihadistes depuis 2013. La France et ses alliés européens au sein du regroupement de forces spéciales Takuba ont récemment annoncé leur retrait militaire du Mali. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VO Afrique. N'allez nulle part ailleurs. L'information vous revient dans un instant. Nous parlerons notamment du Covid qui revient en Chine. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VO Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington DC. Allons tout de suite au Cameroun, où les prix de certains produits alimentaires comme le pain ont augmenté à cause de la rareté de la farine de blé, conséquence de la guerre en Ukraine. Guy Marcel Nganta, un jeune boulanger, fabrique du pain made in Cameroun à base de produits locaux comme les patates douces, le manioc ou le maïs, ce qui lui permet de vendre à des prix qui défient toute concurrence. Voilà, j'y parviens. Nanit Talani nous en dit plus. Guy Marcel Nganta, avec un grand chapeau sur la tête, fait du pain depuis 13 ans à Yaoundé avec de la farine de patates douces, de manioc ou de maïs. Une aubaine pour ce petit boulanger, comme la guerre en Ukraine a rendu plus difficile l'approvisionnement en blé. Rien ne signale de l'extérieur sa petite boulangerie. 4 murs en parping surmontés d'un toit de tôle ondulé en contrebas d'une route du quartier populaire de Kolndogo. Une douce odeur sucrée s'échappe d'un petit four. L'artisan pétrit, malaxe et moule des pains réalisés uniquement à base de denrées made in Cameroun. Là, en ce moment, nous façonnons donc ce pain
qui est fait à base de farine de patates. Il est enrichi et également aux différents légumineux que vous avez vus pour apporter une alimentation assez sensible à la nutrition de la population. Cela fait 13 ans qu'il pétrit ce pain, pas comme les autres. Il travaille uniquement sur commande et depuis quelques semaines, il travaille beaucoup plus. Le pain de ce boulanger âgé de 44 ans a le même aspect que celui fait avec de la farine de blé, mais il est plus lourd et plus consistant et le goût est légèrement sucré. Nous avons là le pain de patates, le pain de manioc, le pain de maïs et le pain de manioc et en même temps le légumineux, le pain enrichi aux légumineux. Il faut retenir que toutes ces matières premières, toutes ces farines enrichies sont cultivées ici dans le Cameroun, dans le pays. Guy-Marcel Nganta assure gagner pour chaque baguette entre 50 et 60 francs CFA quand celle du blé n'en rapporte que 40. Le prix de 50 kg de farine de blé est passé de 19 000 francs CFA en 2021 à 24 000 francs CFA aujourd'hui, contre 20 000 francs CFA pour la farine de patates douces et 17 500 francs pour le manioc. Ses concurrents vendent le pain plus cher à cause de l'inflation du prix du blé, mais aux grandes dames des consommateurs. Nous souffrons au pays. Et tout, il y a tout au pays, mais nous souffrons. On souffre. Le Cameroun est riche. Le panier d'aménagé, c'est la magie. Regardez vous-même. Regardez. Ça, c'est quoi ça? C'est le pain ici, 150 francs. Non, c'est trop. C'est trop, nous sommes fâchés. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la demande a plus que doublé, passant d'une vingtaine à une cinquantaine de clients. C'est le bouche à oreille qui a permis à l'artisan de voir sa clientèle plus que doubler ces dernières semaines. Tout le monde s'en réjouit. Le goût est vraiment différent. Dans le pain made in Cameroun, on peut ressentir qu'il y a des ingrédients, c'est peut dire naturels, comme la patate. Voilà, donc le goût, quand on mange, et ça remplit plus le ventre. Le gouvernement camerounais avait institué le prix de la baguette à 125 francs CFA depuis 13 ans. Depuis le 16 mars dernier, il est passé à 150 francs CFA, soit près de 20% plus cher, provoquant mécontentement et inquiétude chez les consommateurs qui disent être pris dans un engrenage à l'inflation alors que les salaires n'ont pas changé. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, a annoncé que la crise en Ukraine aura des impacts au Cameroun, car 50% des importations de blé dépendent de la Russie et de l'Ukraine. Voilà, nous sommes jeudi et comme il est de tradition, nous accueillons Mouhamadou Oumfa et c'est pour parler de santé. Mouhamadou Oumfa, bonsoir. Bonsoir John. Alors ce soir nous reparlons, et c'est un peu triste, du Covid qui semble ressurgir en Chine. Oui, exactement, le Covid repart en Chine. On va parler donc de la situation précisément à Shanghai, la capitale économique chinoise, une métropole de 25 millions d'habitants, devenue ces derniers jours l'épicentre chinois d'une nouvelle vague de contamination liée notamment au variant Omicron qui a commencé à s'accélérer début mars. Alors, pourquoi s'intéresser à la Chine? Pour au moins deux raisons. D'abord, parce que c'est officiellement de la Chine qu'est venu le Covid avant de se répandre à travers le monde. En outre, la Chine est un cas d'école. Depuis quasiment 2 ans, le pays a réussi à maîtriser l'épidémie, mais n'a pas pu empêcher cette flambée causée par Omicron. Lundi, le ministère chinois de la Santé a rapporté 3500 nouveaux cas positifs contre 4 477 mardi et 5 600 ce jeudi. C'est un nombre faible si l'on considère la situation au niveau mondial, mais il est élevé pour la Chine où le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes dépassait rarement la centaine depuis le printemps 2020. Comment les autorités chinoises réagissent-elles? Elles ont divisé la ville de Shanghai en deux. Depuis lundi, la partie est est confinée pour 4 jours et le 1er avril, c'est-à-dire à partir de demain, ce sera au tour de la partie ouest de la ville. Les autorités justifient ce confinement en 2 temps par l'impact économique qu'aurait un confinement total de la ville. Pendant ce temps, c'est une véritable course au dépistage. Pas moins de 8 millions d'habitants de Shanghai ont été testés lors de la seule journée de lundi, selon le maire de cette ville, John.
Alors, la Chine, vous le disiez, est un cas d'école, sauf que cette fois-ci, certains responsables chinois admettent que la ville n'est pas préparée pour affronter l'actuelle flambée de Covid. Est-ce un mauvais signe? Oui, John. Alors, il faut dire que cette flambée est d'abord un choc pour les autorités chinoises. Elle met à rude épreuve la stratégie nationale zéro Covid. Cette stratégie qui consiste en plusieurs mesures: confinement dès l'apparition de quelques cas, visa attribué au compte-gouttes, longue quarantaine à l'arrivée sur le territoire ou encore traçage des déplacements via des applications mobiles. Des méthodes rigoureuses qui ont permis de maîtriser l'épidémie depuis environ 2 ans. Et alors que les populations revenaient déjà à une vie normale, il est de nouveau question de confiner 25 millions de personnes, ce qui n'est pas du tout facile. D'abord parce que de nombreux Chinois sont vraiment agacés par ce nouveau confinement, comme en témoignent ces 2 réactions recueillies à Shanghai. Ça a quand même fini par arriver. Même s'ils ont dit qu'ils ne verrouilleraient pas la ville, on se disait que c'était pratiquement terminé. Pourquoi avons-nous recommencé? Ça me déprime un peu et me met de mauvaise humeur car beaucoup de nos projets ont été chamboulés. Mais il n'y a rien que nous puissions faire. Pourquoi est-ce que ça doit être comme ça? C'est comme si nous étions dans une période si difficile. Même si tu restes 4 jours à la maison, tu peux juste manger des nouilles, tu peux encore vivre. Pourquoi se démènent-ils pour trouver des légumes alors que le virus se propage de façon incontrôlée et continue de troubler les gens? Alors, on vient de le voir, John, il y a une inquiétude légitime des populations, mais il y a aussi des difficultés économiques et techniques. La nouvelle d'un nouveau confinement avait été annoncée au dernier moment, dimanche soir, vers 21h, provoquant un afflux d'habitants dans les commerces afin de s'approvisionner en produits alimentaires. Avec cette demande, le prix des légumes a bondi cette semaine. Et puis, si la logistique du confinement fonctionne généralement bien, certains Shanghaïens se plaignent de n'avoir pas suffisamment de produits frais ou de ne pouvoir accéder aux hôpitaux faute d'autorisation, de quitter leur domicile ou d'avoir un test Covid négatif. Au moins 2 patients nécessitant une dialyse et 2 autres atteints d'asthme seraient ainsi décédés, selon des messages de proches postés sur les réseaux sociaux. Le ministre de la Santé a appelé hier mercredi à poursuivre la stratégie zéro Covid, car même un faible taux de mortalité entraînerait, selon lui, de nombreux morts parmi la population chinoise qui compte 1,4 milliard d'habitants. Aucun pays n'a un système de santé capable de faire face à de tels chiffres, a-t-il souligné pour appuyer son propos. L'OMS a cependant averti que cette stratégie ne peut tenir dans le long terme, ce qui est évidemment l'avis de nombreux Chinois. Reste à faire un bilan de ce reconfinement pour voir s'il produit des résultats. Oumfa, merci d'être là, vous restez avec nous. On va faire un petit tour au cirque. Et donc, avant de refermer ce journal, faisons un tour sur les planches pour parler du Cirque du Soleil qui est de retour après 2 ans marqués justement par la pandémie de Covid-19. La compagnie entame une nouvelle tournée à travers les pays de l'Union européenne pour présenter son nouveau spectacle, Lucia, un show surréaliste d'inspiration mexicaine. Je vous laisse découvrir. Voilà, de belles images. Aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, donc, c'est la fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée.